Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés. Pour cette dernière table ronde, effectivement sur les pistes ou les actions à mettre en œuvre pour lutter contre l'invisibilité. Alors c'est effectivement un sujet prégnant dont on a parlé toute la journée, dont on a beaucoup parlé au moment des États généraux, évidemment. Savoir si on devait être visible, invisible, voilà, à quel moment on pouvait l'être. Parfois on l'est moins ou d'autres fois tout au long de notre vie. Alors je remercie tous les intervenants qui sont là, qui viennent de toute la France. Je vais déjà les présenter rapidement. Donc, Michel Bourrelli, docteur en pharmacie, ingénieur de recherche au CESTIM, président de Marseille sans sida et sans hépatite, et militant de longue date. Je me suis permis de rajouter ça à la présentation. Fred Le Breton, journaliste à Remède, donc, qui est le journal publié par Aide depuis 1990, et aussi militant contre le VIH. Joséphine Servant, voilà, qui est là, militante, volontaire à Aide, présidente de l'association Wakana 2000 pour les veufs et les orphelins du Burundi. Anne Guillard, intervenante à l'association Envie, bénévole et administratrice. Et enfin, Andrea Mestre, activiste et experte en libération de la parole. Alors, on a qu'une heure, enfin un petit peu moins, on va vraiment accélérer, mais je me suis dit que ce serait bien de faire intervenir deux fois chaque intervenant. Et donc, j'ai juste posé une question que j'ai posée il y a quelques jours à chacun des intervenants, déjà en répondant donc en une phrase. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de temps de réflexion à cette question qui est déjà finalement pourquoi est-ce que c'est nécessaire de lutter contre l'invisibilité quand on lutte contre le VIH? Michel, allez hop. Alors, oui, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas s'adresser effectivement à des personnes donc on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas approcher. S'il y a une espèce d'invisibilité dans la société, c'est quand même très très difficile de parler d'un sujet si on ne sait pas à qui on s'adresse et si on n'a pas vu les contours très précis de ces personnes, les besoins. Donc l'évaluation de ces besoins. Donc on a la spécificité que nous avons ici tout autour de la table, c'est de parler à des personnes et que le message les atteigne. Donc du coup, quand on sont invisibles pour la totalité, mais peut-être pas pour nous ici dans cette salle, parce que on connaît tous et toutes des personnes séropositives où on l'est soi-même, comme c'est mon cas, mais c'est pas suffisant. En tout cas, on a la nécessité de savoir qu'est-ce qui va être entendu, compris et ce à quoi ça va servir dans leur propre vie et dans la vie de leur entourage. À Marseille, on fait des très longues phrases, en fait. J'ai prévu tout le monde, pas de point, pas de virgule, parce qu'une phrase, c'est trop court pour moi. Okay, on va passer à Montpellier pour voir si dans le sud... Alors pour moi, c'est vraiment très important de lutter contre l'invisibilité, tout simplement parce que ça permet à la personne de s'approprier la maladie et de pouvoir lutter contre, c'est-à-dire de prendre le pouvoir dessus plutôt que de le subir, tout simplement. Merci. Andrea, on va passer sur la région lyonnaise. Cette concours, c'est Interville. Pour ceux qui connaissent. Du coup, pour moi, la visibilité au fait, des personnes vivant avec le VIH permet de lutter contre les préjugés, les discriminations, les stigmatisations et permet aussi aux personnes vivant avec le VIH de reprendre le contrôle justement sur la maladie et d'être acteurs, actrices de leur santé. Merci Andrea. Sur Paris avec Fred. Moi, je vais faire un parallèle avec le coming out LGBT. Pour moi, la visibilité, c'est sortir du placard de la honte et c'est la fierté, en fait. Et Joséphine, en Normandie. Et moi, je pense qu'il n'y a pas à être visible ou invisible, c'est simplement vivre. Okay. Merci beaucoup. Donc là, on va effectivement faire explorer les différentes pistes qui permettent effectivement de lutter contre cette invisibilité. Alors dans différentes sphères, au niveau de la ville, au niveau des réseaux sociaux, au niveau d'un journal, au niveau d'une association. Et puis donc on va retourner à Marseille effectivement. Où on va demander à Michel de nous parler un petit peu de cette campagne de Marseille. Ah, tu me prends ma place. Oui, je te prends la place, tu vois. Alors, je ne sais pas comment ça marche du coup. Ah voilà, c'est ça. Donc Marseille sans sida, vers Marseille sans sida, c'est comme vers Paris sans sida ou d'autres villes. C'est dans le Fast Track Cities. Depuis 2022, parce que Marseille a toujours été très lente pour mettre en place des choses. Donc c'est 2014 à Paris, je crois, et donc 2022 à Marseille. L'idée, c'était de faire la première année déjà une campagne d'affichage
avec les moyens que nous ont donnés Gilead et Vive, dans les métros, sur les culs de bus, de la RTM. Et donc, on n'avait pas que ce message-là. J'ai choisi ce message-là parce que, effectivement, c'est sur notre sujet, hein, donc sur le fait de parler des personnes séropositives, du fait qu'elles ne transmettaient pas le virus lorsqu'elles étaient sous traitement. Donc, ça, c'est de la première campagne. On avait les outils, la PrEP, la PEP, encore le préservatif. Donc, il y avait 6 images. Donc ça, c'était 2022 pour la 35e. Cette année, c'est en avant-première et c'est pas terminé parce que c'est pas comme ça que ça se présentera. Mais l'idée, c'est un croquis qui a été fait à la main, qui sera affiché dans le métro de façon numérique et papier. Donc l'idée, c'est de remonter la phrase du bas en haut et en plus gras et en plus noir surtout. Une personne sous traitement ne transmet pas le VIH. Et donc toujours avec nos partenaires financiers et la ville de Marseille, évidemment. Donc l'idée, c'était de faire une journée, cette journée du 1er décembre, quelque chose autour de lutter contre la sérophobie à travers le fait que les personnes séropositives ne transmettent pas le virus. Et j'avais une cerise sur le gâteau, c'est celle qui n'a pas été retenue, c'était le numéro 2, en fait, mais qui avait le même message, en fait. Donc c'est ce qu'on mettra en avant pendant une semaine entre le 29 novembre et le 4 décembre à Marseille. Bouge pas. J'en profite parce que comme tu n'as pas été très long, c'est bien pour une fois. Non, je trouve intéressant là d'avoir ce vocabulaire parce qu'effectivement on en a parlé tout à l'heure aussi dans le groupe. Hein, on a effectivement ce questionnement autour de I égale I, U égale U, charge virale indétectable. Enfin, parfois on n'est pas vraiment compris. On utilise aussi parfois notre jargon. Est-ce qu'il y a eu de la discussion autour justement des termes utilisés Oui, tu as tout à fait raison parce que tout à l'heure, pour plaisanter, je disais, regardez, Trump, il marche, il dit des conneries, c'est compris par tout le monde, mais par contre, on vote pour lui. Donc, parce qu'il caricature un peu tout, il simplifie un peu tout. Alors nous, je veux pas qu'on simplifie des choses fausses, mais je veux qu'on simplifie, et je suis pas Trump, je suis pas Orange, mais l'idée, c'était de pas jargonner. Et d'essayer de faire quelque chose que tout le monde peut comprendre dans un métro, parce que ça tourne vite, et donc il faut quand même que la phrase soit assez simple. Donc, les gens savent que maintenant, petit à petit, qu'il y a un traitement pour le VIH. Donc, avec son traitement, une personne séropositive, et en plus, c'est la journée mondiale, on arrive à simplifier. Indétectabilité, les gens, parfois même les personnes séropositives ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire indétectable. Hein, donc, c'est un terme très, très, très médical. Et donc là, je pensais qu'il y a eu cette discussion autour de ça, mais qui a été très vite arrivée en disant on va essayer de se simplifier. Ce qui était compliqué, c'était de personnifier. Parce qu'effectivement, vous avez vu que dans celle d'avant, le croquis, c'est des visages qu'il y aura. Dans le ruban rouge, ce sera plus visible. Il y a là, on ne voit pas très bien, mais donc il y a des couples hétéros, homos, lesbiennes, enfin, tout est possible, toutes les couleurs, tous les genres, etc. Mais l'idée, c'était que mettre, au départ, la ville me disait peut-être qu'on pourrait faire un casting avec des personnes. Mais si on met Florence, on met Lydienne, on met Michel, on met Gabriel, les gens ne vont pas se reconnaître parce qu'il faudrait beaucoup plus de personnes parce qu'ils vont dire lui, je ne lui ressemble pas, et elle, je ne lui ressemble pas. Alors que donc l'idée, c'était de sortir de ça et de ne pas se focaliser sur un type particulier où les gens ont envie de se dire finalement, moi, ça ne me concerne pas parce qu'on ne se ressemble pas. Donc c'est plutôt quelque chose d'un peu plus générique et global. Et avec moi, j'ai beaucoup lutté pour faire qu'on ait un ruban rouge parce que vous avez remarqué quand même, parce que je crois que c'est Pascal qui dit, quelqu'un a dit l'ANRS est toujours présente ce matin. Oui, l'ANRS est toujours présente avec le même logo, mais le R de R, il est bleu, il est plus rouge parce que le ruban rouge a disparu. Donc, parce que c'est ANRS MIE, et ce qui l'emporte, c'est MIE. Donc, il faut quand même voir ça, la difficulté. Et moi, ce que je voulais, c'est que le ruban reste rouge. C'est que petit à petit, nos rubans, ils vont devenir blancs à la force. Donc, vous savez que ça a été repris par d'autres pathologies, et je ne jette pas la pierre, évidemment. Mais l'idée, c'est quand même que le sida reste le sida, et c'est ce pourquoi on s'est battu. Donc, très blanc au fond, très rouge au milieu, avec beaucoup de photos. Merci beaucoup. Allez. Oui, là, on voit très bien les visages, en fait. Hein, donc, mais vous ne... merci, Michel. Donc, au cul des bus, comme tu dis. Donc, voilà, c'est effectivement une manière d'assurer cette visibilité. Alors, une autre forme de visibilité, effectivement, c'est par un autre canal, par un média, finalement, j'ai envie de dire,
plus traditionnel, mais qui est aussi disponible en ligne maintenant, et notamment avec le magazine Remède. Alors peut-être que Fred, dans un premier temps, tu peux... Voilà, je l'avais amené aussi, mais je me doutais que tu allais l'amener. Voilà, pour nous parler déjà de cette nouvelle formule de Remède aussi, hein, avec la question, on a parlé des portraits tout à l'heure, il y a ces portraits intergénérationnels, et puis aussi même la dernière de couve, on dit comme ça dans le jargon. Peut-être un petit peu d'histoire pour commencer. Remède a été créé en 1990 par des militants de aide, un couple d'hommes gays séropositifs, c'était des médecins, qui sont décédés des suites du sida quelques années plus tard. C'est un magazine qui existe toujours 34 ans plus tard en version papier, ce qui est rare dans la presse communautaire, parce que la plupart des assos VIH avaient leur magazine papier. Pour des raisons budgétaires, tout le monde est passé en full web. Donc on a la chance, et c'est précieux, d'avoir toujours cet outil papier avec nous. On en est au numéro 130. Il y a quelques années, on a réfléchi pour réactualiser un petit peu la formule, faire quelque chose qui corresponde plus à l'épidémie telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, quand on a commencé à travailler sur cette nouvelle formule il y a 3-4 ans, on s'est dit que c'était important de mettre en avant la visibilité des personnes vivant avec le VIH, notamment de mettre en une des personnes vivant avec le VIH, mais aussi d'avoir une grosse partie qui s'appelle Visible, qui fait une vingtaine de pages, et d'avoir dans chaque numéro 3, 4, voire 5 personnes qui témoignent à visage découvert. Quand on a proposé ça, des personnes du groupe de travail nous ont dit bon courage, vous allez galérer, vous allez jamais trouver, etc. Bon. 3 ans plus tard, on a 60 personnes qui ont témoigné à visage découvert dans le journal, dont 15 personnes qui ont fait la une, dont 2 autour de moi. Donc on est plutôt fiers et contents du résultat. Après, Joséphine expliquera pourquoi tu as témoigné. Peut-être qu'on peut dire quand même qu'il y a un biais. C'est que, si vous voulez, quand on dit que la visibilité appelle la visibilité, c'est que des personnes maintenant nous contactent, surtout moi, via les réseaux sociaux, pour dire voilà, j'aimerais bien témoigner dans Remède, j'aimerais bien faire la une, etc. Ce qui est plutôt cool. Ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup d'hommes blancs, gays. Et on a du mal à aller vers d'autres communautés. Et nous, et c'est très important pour le comité de rédaction de Remède, c'est que le journal corresponde à l'épidémie telle qu'elle est en France aujourd'hui. Et il n'y a pas que des hommes gays séropos en France, on le sait. Et c'est compliqué d'avoir des femmes, et surtout des femmes racisées d'origine Afrique subsaharienne, pour témoigner à visage découvert. Et Joséphine, tu vas expliquer pourquoi. Mais donc voilà, nous, c'est notre souci vraiment. Donc on gère la frustration des gens, on leur dit... qu'on les remercie déjà, et on leur dit qu'il va falloir attendre un petit peu parce qu'on essaye d'avoir des portraits différents. Donc aujourd'hui, on a presque une liste d'attente de personnes qui veulent faire la couve de Remède, ce qui est plutôt chouette. Mais on a le souci vraiment d'aller chercher toutes les populations qui correspondent à l'épidémie de VIH en France aujourd'hui. Alors, j'ai une petite question subsidiaire auquel je pense maintenant. Mais est-ce que quand les personnes viennent vers vous spontanément pour témoigner, vous avez un échange, j'imagine, un préalable avec elles qui aussi parle de ce que ça veut dire témoigner Bien sûr. Je pose la question parce qu'évidemment, Assise Action, c'est aussi un sujet sur on parle sur témoignage média. Et on a eu parfois des soucis sur l'impact. Oui, bien sûr. Il y a les personnes qui sont en une de Remède, parfois il y a des mois, voire pour une personne, il y a une année de préparation avant, d'entretien, etc. Parce que moi, c'est très important pour moi de ne pas les mettre en difficulté. Voilà, on leur explique qu'au-delà de Remède, c'est sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est très important pour nous de nous assurer que la personne... Moi, je donne toujours l'exemple de ma boulangère, parce que quand je suis passé à la télé pour la promo de mon livre, le lendemain, j'ai ma boulangère qui m'en a parlé. Je donne toujours cet exemple-là, parce qu'il faut être prêt aussi à à pouvoir répondre à ça. Et après, ce que je voulais préciser aussi, c'est que pourquoi les personnes veulent témoigner en une, elles ont des choses à dire aussi, mais il y a aussi, je crois, quelque chose autour de l'estime de soi, en fait. Faire la une d'un magazine, même si c'est un magazine communautaire, c'est pas rien. C'est un magazine qu'on voit dans tous les hôpitaux, dans tous les SMIT, dans tous les Cégides, dans plein d'assos. Sur les réseaux sociaux, et ça fait du bien aux gens, en fait. Ça fait du bien parce qu'il y a une séance photo, il y a une photographe professionnelle qui fait la photo. On essaie de faire des choses belles, et je pense que pour l'estime de soi, c'est pas rien, en fait. Et ça retourne aussi le truc de... Pendant des années, il y avait beaucoup de visages, beaucoup de témoignages à visage découvert. On voyait des mains, on voyait des dos, etc. Là, il y a quelque chose autour de la fierté aussi, autour d'être en une d'un magazine.
Donc effectivement, Joséphine, tu es ton portrait donc, dans le numéro 127 de Remède, avec un fond rose comme le pull de Fred. Je crois qu'il l'a fait exprès, mais oui, bien sûr. Voilà, est-ce que... Alors, c'était, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était intéressant parce qu'en lisant ce portrait, ce beau portrait, voilà, on a eu l'occasion de découvrir que finalement, on avait découvert notre séropositivité exactement au même endroit à Rouen. Voilà, c'était en 96, bon bref. Mais voilà, ça m'intéressait effectivement, ça nous intéressait de savoir finalement. Alors déjà, toi, est-ce que tu as souhaité témoigner ou est-ce que tu as été sollicité, si c'est pas indiscret de te poser cette question-là? Et dans les deux cas, pourquoi finalement tu as dit oui ou tu as fait cette démarche? J'ai été sollicitée. D'accord. Par Fred. Vous m'entendez? Oui. Okay. Et j'ai accepté la sollicitation parce que je trouve que il y a peu de personnes noires qui témoignent. Et ça fait maintenant 19 ans, 17 ans que je suis militante à Aide. Et je suis frappée encore aujourd'hui, en 2024, de la difficulté à accepter ou dire qu'on est séropositif ou pas. Donc, mon témoignage, c'est d'ouvrir la parole, de donner la parole aux autres, se dire que c'est possible de parler que je suis séropositive et ça va m'enlever un poids. Non seulement ça ne sera pas bénéfique pour soi-même, mais moi, personnellement, j'ai réalisé que le jour que j'ai dit que j'étais séropositive, dans ma famille propre, par exemple, au pays, des trois m'ont dit qu'ils savaient, je ne sais pas comment, mais en même temps, je ne me suis jamais cachée de prendre les médicaments. Même si je ne le disais pas, je ne le cachais pas non plus. Sauf que quand on ne le dit pas, personne ne vient vous demander pourquoi. Pourquoi tu prends ce médicament? Pourquoi tu... Mais quand il le dit, ils disent « Ah, je savais ». Donc, pour accepter de témoigner à visage découvert, que ce soit par l'écriture ou que ce soit par un théâtre ou autre chose, c'est de pas vulgariser le VIH, mais de se dire que le VIH, oui, c'est vrai, ce n'est pas une maladie comme les autres, mais ce n'est pas une maladie non plus pire que les autres. Ouais. Et est-ce que, alors c'était au mois de mars, hein, ça fait 6 mois maintenant, plus ou moins que le numéro est paru. Est-ce que tu as eu des réactions est-ce que tu t'es aussi saisi, toi, de Remède pour peut-être le distribuer toi-même à des personnes que tu connaissais ou... Est-ce que tu t'en es servi autrement ou tu l'as laissé vivre sa vie, puisqu'il est aussi disponible en ligne, ce numéro donc... Alors moi, personnellement, j'aurais donné plus tard, mais quand il est sorti, j'ai eu des appels de partout en me disant « On t'a vu dans le Remède, on t'a vu dans le Remède ». Et aujourd'hui, il y a une personne qui m'a demandé si on m'avait prêté les habits. Alors, on n'a pas de budget costume. C'est trop sympa, c'est mes habits de tous les jours. Donc, comment dire, après, quand le Remède est arrivé à Rouen, j'en ai pris 5 pour donner à mes proches, sous forme de témoignages, parce que les proches, maintenant, ils savent depuis bientôt 12 ans, parce que j'avais accepté de témoigner à visage découvert aussi sur M6 il y a une douzaine d'années. Je crois qu'en tout cas, c'est un signe fort quand les gens s'intéressent à la façon dont tu es habillée. Parce que finalement, peut-être que c'est un autre sujet sur lequel... Et c'est vrai que Nina fait des très belles photos par ailleurs. Donc,
Merci Joséphine. Alors il y a une autre sphère dans laquelle on témoigne aussi, alors tu évoquais, on y reviendra peut-être Joséphine, la question aussi des lieux ou des groupes de femmes, hein, notamment où les femmes témoignent pour la première fois parfois. Alors c'est intéressant aussi d'évoquer aussi cette expérience au sein de l'association Envie. On va revenir à Montpellier avec Anne, hein, qui dans la préparation de cette session, je trouvais très intéressant la conclusion de l'échange, mais je ne vais pas le dire parce que je ne voudrais pas, peut-être que tu vas le redire, si tu ne le redis pas, je le redirai à ta place, parce que j'ai trouvé très, très beau quelque chose que tu avais dit à la fin. Mais donc je vais te laisser parler de cette histoire, l'histoire de ce groupe de femmes, et comment les femmes ont pris aussi leur part de visibilité. Donc, voilà, je m'appelle Anne, je suis concernée par le VIH depuis l'âge de 10 ans. Je suis traitée, je fais la trithérapie depuis 11 ans maintenant. Et je suis rentrée à l'association Envie en tant qu'adhérente il y a 10 ans de ça. Ça fait 1 an et demi que je co-anime un groupe femmes en binôme. C'est un groupe d'entraide et de solidarité. Et ça fait 1 an et demi également que je suis rentrée au CA de Envie. Ce groupe a été formé donc il y a 1 an et demi de ça, regroupant 9 femmes jusqu'à présent. On espère qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, chacune est arrivée avec son histoire, son parcours de vie, plus ou moins, je dirais pas difficile, mais différent les uns des autres. Le groupe s'est formé petit à petit, un petit peu timide, un petit peu. Donc les premiers événements qui ont eu lieu, ça a été des petites sorties, restaurants, quelque chose d'assez doux, d'assez simple. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y a une cohésion qui s'est créée au sein de ces femmes-là assez rapidement, pas forcément autour de la maladie, hein, mais des échanges par rapport aux enfants. Ça a commencé comme ça, tout bêtement. Et puis, on a continué à faire des sorties, on va dire, ludiques. Puis, on a fait une sortie à Marseille. On a rencontré les femmes de Marseille. Ça a été une très, très belle expérience, très enrichissante, parce qu'il y a eu un bel échange entre les Marseillaises et les Montpelliéraines, qu'on a fait venir pour le 1er décembre à Montpellier pour une exposition photo. C'est-à-dire, Marjorie pourrait vous en parler. C'est les Marseillaises qui ont posé sur des tableaux photos avec leur parcours de vie. Et il y a une lecture que chacune, elles étaient 4 ou 5 à lire, 4, à lire des parcours de vie de chacune. Donc ça restait dans l'anonymat. Et on s'est rendu compte qu'à l'issue de cette soirée-là, à la veille du 1er décembre, il y a eu des grandes répercussions sur beaucoup de personnes. Et ça a touché beaucoup de personnes, même des médecins, parce que pour une fois, la voix des femmes a été réellement entendue par rapport au traitement. Donc ça a été quelque chose d'assez prenant et c'était une très très belle expérience. Et puis voilà, le groupe évolue au fur et à mesure. On a eu 2 mariages, voilà. Donc évidemment, il y a eu des annonces de fêtes. C'est-à-dire comment l'annoncer aux compagnons. Ce qui était assez intéressant, c'est que la personne concernée nous en a fait part, on en a discuté entre nous. À aucun moment, l'une d'entre elles a dit « il faut faire comme ci, comme ça ». Chacune y allait de son idée, tout en respectant le choix de chacun, jusqu'au moment où cette personne-là nous a annoncé et son mariage et l'annonce qui avait été faite en amont. Donc ça a été plutôt sympa. Une maman aussi a annoncé sa situation à sa fille aînée. Donc on l'a sentie délivrée, vraiment soulagée. C'est quelque chose de très important. Et puis voilà, ça se fait au fur et à mesure. Il y a des problématiques aussi par rapport au travail, un peu de discrimination de part et d'autre. Et naturellement, les femmes en parlent lors des groupes. C'est vraiment, on sent une bulle, c'est leur cocon, le groupe femmes, c'est vraiment ça. Et il y en a même une qui m'a dit, moi ce qui me plaît, c'est qu'à l'extérieur, je ne peux pas parler. Personne n'est au courant de leur situation. Et vraiment, quand on est dans le groupe, alors des fois ça parle de tout et de rien, et des fois, en fait, ça parle de certains sujets. Par exemple, comme une femme qui est retournée au pays voir sa famille.
Et elle est partie avec son enfant qui était bébé. Et elle ne pouvait pas l'allaiter parce que les croyances du moment ne permettaient pas à la maman d'allaiter au sein son enfant. Et les femmes en Afrique ne comprenaient pas pourquoi elle n'allaitait pas son enfant au sein. Et ça, c'est des choses que nous, on apprend, qu'on n'est pas forcément au courant de tout ça. Ça a été mal vécu, donc elle a réussi à trouver un subterfuge pour dire non, je ne peux pas allaiter, j'ai une infection, voilà. Mais ça leur permet en fait de partager des expériences comme ça qui sont vraiment importantes pour elles, parce que c'est un moyen d'expulser leur mal-être, mais aussi pour nous, parce que nous, on n'a pas l'habitude de ces réflexes-là, et ça nous permet de mieux comprendre. Donc il y a un vrai échange, voilà. Ce qui va tenir aussi à dire un petit mot à Grégory Beck, sans qui l'association n'existerait pas. Et voilà, au moins les femmes ont été entendues, et voilà. Et évidemment Magali. Merci. Et merci Grégory et merci Magali. Et justement, pendant la préparation, ce qui m'avait marqué aussi, c'est qu'avec Magali, vous disiez qu'il y avait aussi une autre forme de visibilité qui n'était pas forcément parfois pour ces femmes de parler de leur séropositivité, mais qui était aussi par exemple de devenir bénévole, enfin de devenir actrice, enfin en tout cas bénévole au sein de l'association, et qui était surtout finalement une première étape de prise de confiance en elle-même, et qui finalement était le principal, ce que vous recherchiez, c'était qu'elles se sentent bien et heureuses. Après, la question de la visibilité, c'était après leur choix. Et je crois que la démarche était aussi importante. Quand il y a eu l'exposition de Marseille, j'ai quand même été surprise parce que les femmes sont venues à Montpellier, donc elles prenaient peut-être, moi c'est une réaction que j'avais avant. Je n'assumais pas du tout, comme tout le monde, mais j'ai un parcours de vie qui était plus confortable que la majorité des personnes ici. Mais je n'aurais pas été un événement où je pouvais être identifiée, surtout que j'habite Montpellier. Ça a commencé l'année d'avant, pas l'année dernière, sur un match de hand à l'époque, où j'avais fait une quête et je portais le t-shirt du SIDAction. Et là, j'ai compris que je passais une étape où je m'exposais. Après, ce n'était pas marqué, je pouvais être bénévole. Et en fait, c'est venu naturellement. Et je pense que les femmes... Après, c'est propre à chacun, je ne vais pas parler en leur nom, mais je pense qu'il pourrait y avoir des femmes qui commencent à aller un peu à l'extérieur, à s'affirmer ou pas. Ce n'est pas le but, parce que nous, l'association n'a aucun but militant, en fait. C'est-à-dire, si les personnes veulent participer au SIDAction au 1er décembre, tout ça, elles sont libres de le faire ou pas. Ça vient de leur propre chef. Tout comme moi, j'ai décidé d'intervenir au sein de l'association et à l'extérieur. Mais ce n'est pas du tout le but de Envie, en fait. Il n'y a pas de manifestation à l'extérieur. Voilà. C'est un propre choix. Merci Anne. Alors, on était là dans la sphère effectivement de l'association, et puis là on va passer à une sphère qui dépasse parfois les frontières, et pour cause, puisqu'on va passer effectivement sur cette sphère des réseaux sociaux avec l'expérience de Andrea. Andrea, est-ce que tu peux nous dire effectivement déjà pourquoi finalement un jour tu t'es dit tiens, et si je créais mon compte Instagram, puisqu'on parle avec tes 19 000 abonnés, enfin ils ne sont pas arrivés d'un seul coup, mais... Déjà, pourquoi j'ai témoigné sur Instagram? Parce que ça permettait de toucher tout le monde. Et en même temps, c'est derrière un écran. Donc, on a un peu cette protection, on va dire, de témoigner à visage découvert, mais sans prendre les pots cassés directement à la figure. Et du coup, j'ai raconté mon histoire sur Instagram. D'abord, avant de raconter sur Facebook, parce que sur Facebook, il y avait ma famille, il n'y a pas ma famille sur Instagram. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un succès, quoi. C'est-à-dire, je m'attendais, j'ai publié et je me suis dit, Seigneur, c'est fini, j'ai gâché ma vie. Et là, je reçois plein de messages de soutien et aussi de personnes vivant avec le VIH qui osaient parler, pour la première fois déjà, raconter leurs histoires, ou des personnes proches de personnes séropositives, etc. Et là, je me suis dit...
soutien, je pouvais avoir tout ce soutien, tout cet amour, et je suis restée pendant des années à me cacher, à vivre dans le mensonge, à vivre avec ce poids du secret. Et du coup, ce jour-là, j'ai été totalement libérée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus honte de quoi que ce soit. Je pouvais assumer partout que je suis séropositive. En fait, ça a complètement changé ma vie, en fait. Et je ne m'y attendais pas, parce que je le faisais, en fait, pour casser les préjugés et raconter la vraie histoire, en fait, d'une personne séropositive, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir avec ce que, forcément, on pense dans les années 80-90. Et aujourd'hui, ça a changé. Donc, c'était pour casser les préjugés, également sensibiliser, pour dire que le VIH est toujours là, il faut faire attention, et ça touche les jeunes. Mais je ne m'attendais pas à ce que témoigner me transforme moi-même. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise, en fait. Et de fait, alors tu disais que tu avais reçu beaucoup d'amour. On sait aussi que les réseaux sociaux, on ne reçoit pas que de l'amour. N'est-ce pas, Fred? Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu as dû gérer parce que c'est aussi... voilà, on parle de la boulangère de Fred. Alors, je ne sais pas si elle t'a balancé sa baguette, mais je ne crois pas. Mais en tout cas, voilà, ça m'intéressait parce que je t'ai aussi suivi. On sait à quel point... voilà, c'est aussi le cas de Nicolas, mais on a aussi cette question-là sur les réseaux sociaux qui ne concerne pas que la question du VIH. Bah, du coup, j'ai eu quelques, je dirais, haters, mais honnêtement, c'est vraiment très rare. Parce que déjà, je pense aussi, en tant que femme hétéro, je ne renvoie pas la même image qu'un homme homo, déjà. Je suis une femme hétéro avec des enfants, avec un mari, ça ramène à l'image un peu d'une famille, c'est joli à voir, etc. Donc, les gens vraiment arrivent à s'identifier et honnêtement, la plupart du temps, à 99%, ce sont des messages très gentils, en fait, que je reçois. Et finalement, parler sur les réseaux, c'est pas le plus dur, je dirais, c'est de gérer le flux d'informations, en fait, de toutes les personnes qui viennent vers moi, et je ne peux pas répondre à tout le monde. Et comment les rediriger? Des fois, on me demande, on me pose des questions, mais j'ai pas la réponse à ces questions-là, et parfois on se sent seul, en fait, face à tout ça. Et c'est une mine d'or parce qu'il y a énormément de personnes qui te parlent de partout. Il y a des personnes qui me parlent d'Haïti, et il y a des personnes qui me parlent du Canada, il y a des personnes qui me parlent des États-Unis, il y a des personnes qui me parlent du Congo. Enfin, honnêtement, on me parle de partout. Et je me dis, mais ce sont des personnes qui, pour la plupart, ne poussent pas la porte d'une association, ne veulent pas aller dans une association parce qu'il n'y a pas assez de discrétion et tout dans les associations, ou ne veulent pas être vus, ou ne veulent pas tout simplement aller dans une association, et veulent parler à une personne qui vit avec le VIH comme elle. Et je pense que Internet donne cette sécurité-là, en fait, de se dire qu'on peut venir avec n'importe quelle personnalité, enfin, on peut se créer un faux profil, donc on a l'impression d'être en sécurité. Et aussi de pouvoir parler avec une personne qui ose parler à visage découvert, ça donne la force. Parce que suite à mon témoignage, il y a eu d'autres personnes avec qui je discutais, qui ont eu le courage également de témoigner à visage découvert. Donc finalement, ça crée un engouement, ça donne du courage aux autres, et il y a des personnes qui se disent « Ah ouais, tiens, elle a pu le faire. Ah oui, donc ça existe des personnes qui peuvent parler à visage découvert sans que leur vie bascule forcément. » Et du coup, moi, je suis ivoirienne, et donc quand je vais à Abidjan, je témoigne à Abidjan aussi à visage découvert, je parle à qui veut l'entendre, et pour ne pas que les gens pensent justement que c'est parce que je suis en Europe que c'est plus facile. Et à Abidjan, les gens sont étonnés de voir que j'arrive à justement reprendre le contrôle, en fait, sur ma vie, et ça permet aux gens d'aller mieux. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte à quel point le témoignage fait du bien. On se dit, on témoigne, mais honnêtement, les répercussions sur la vie des gens, j'ai des témoignages mais tellement beaux, je ne peux pas tous les citer, mais de personnes qui étaient au bord du suicide, des personnes qui n'arrivaient pas à dire leur statut à leur compagnons, et finalement je les ai accompagnés à dire leur statut, et finalement ces personnes-là sont restées mariées, ont eu des enfants. En fait, il y a eu tellement d'histoires, et je me dis, si j'avais un meilleur accompagnement des associations, on pourrait faire quelque chose de magique.
Et je trouvais justement intéressant, tu l'as évoqué, ce passage effectivement, et notamment tu étais dans une émission télé en Côte d'Ivoire, et je trouvais intéressant ce passage d'un média réseau, plus récent, à un média traditionnel, et notamment en Côte d'Ivoire, on avait évoqué ça sur effectivement en Côte d'Ivoire, où tu avais des jeunes femmes aussi qui cherchaient des rôles modèles, et ça je trouvais que c'était aussi intéressant, ce passage à la vraie vie, à une autre forme de média. Ouais. Oui, exactement. Et du coup, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, parce que ce qui est bien, c'est que sur les réseaux, on projette également des émissions télé et tout. Donc, il y a des personnes qui ont vu l'émission qui s'est passée en Côte d'Ivoire, mais qui sont au Gabon, qui sont au Congo et qui sont ailleurs. Et du coup, ces personnes me disent « Ah oui, je t'ai vu dans telle émission. » Et du coup, je te contacte, je t'ai vu dans telle émission. Et là, je me dis « Waouh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore vu... l'émission, par exemple, toutes les femmes ou tous les hommes qui aimeraient être tout simplement libres, aimeraient vivre comme n'importe qui. Et je me dis, il y a matière à creuser, au fait, sur la libération de la parole. C'est vrai, elle n'est pas assez accompagnée, parce qu'on peut libérer la parole. Moi, avant, je disais, jamais je ne parlerai de ma séropositivité. Honnêtement, je ne pensais jamais être ici, avoir ce parcours-là, parce que je disais jamais, ce n'est pas possible. Et pourtant, je l'ai fait. C'est pour dire que c'est possible, mais on se dit jamais, en fait. Mais un jour, ça arrive. Et je pense que si on accompagne autant de personnes à parler, parce que c'est important, c'est vrai, dire ou ne pas dire, ça dépend, mais dire, on reprend le contrôle sur l'épidémie, on reprend le contrôle sur nos vies, on reprend le contrôle sur ce qu'on dit des personnes séropositives. Parce que quand on ne voit pas les personnes séropositives, on peut dire ce qu'on veut, on ne les voit pas. Elles sont qui, ces personnes séropositives? On voit les personnes qui ont le sida, ça se voit. Mais les personnes séropositives, c'est qui? On ne s'en rend même pas compte. Alors que c'est important, en fait, de prendre le risque. À chaque fois, je prends l'exemple sur la communauté LGBT qui s'est sacrifiée. Certaines personnes se sont sacrifiées, certaines personnes même sont mortes pour leurs valeurs, pour leur lutte. Et nous, personnes séropositives, à un moment donné, ce ne sont pas les autres qui vont lutter pour nous. Là, depuis des années, les autres luttent pour nous. Et ça change, mais pas assez. Il est temps qu'on reprenne le contrôle et qu'on lutte nous-mêmes pour nos droits. Et on se lève, peu importe ce qu'on va payer, mais on se dit que dans 50 ans, on ne va pas vivre avec, ça sera quoi? Il n'y aura plus le VIH, on va trouver un remède, mais ça sera les anciens séropos. On ne veut pas d'eux. Ça ne va jamais changer. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse libérer la parole. Et c'est vrai qu'il y a des moyens pour accompagner les personnes qui libèrent la parole. Il faudrait qu'on sache justement tous les moyens. Mais c'est important qu'on ait cette responsabilité-là pour le futur, en fait. Pour le futur qu'on va laisser à nos enfants. Oh, mes filles, elles savent que je suis séropositive. La plus grande, pas les autres, elles vont à l'école. Mon mari, il est impacté parce que, voilà, à son travail, tout le monde sait. Mais du fait qu'on assume, les gens font avec. Ils sont obligés de faire avec. Et c'est ça qui est important. C'est vrai qu'il y a certains pays où c'est plus difficile que d'autres. Et c'est pareil pour la communauté LGBT. Mais aujourd'hui, ils ont le droit de se marier. Ils ont le droit de se marier. Il y a des années où on les tuait parce qu'ils sont homosexuels. Donc, ça peut changer pour nous aussi. Mais il faut qu'on soit visible. Merci, Andrea. Je vois qu'il est 17h. Est-ce qu'on a un petit temps pour éventuellement des échanges, des compléments, des questions Oui, ou des réactions. Oui, Marjorie, Grégory, que des noms qui finissent par I, en fait. Merci. Du coup, je voulais d'abord remercier. En fait, ça me touche beaucoup, en fait, ce que tu as dit par rapport aux femmes de Montpellier qui sont venues à Marseille. Voilà, parce que c'est vrai que la question, tu parlais de, pourquoi visibiliser. Pour nous, je sais que sur la question des femmes, c'était aussi visibiliser pour donner de la force aux autres, en fait, pour qu'à un moment donné, tiens, des personnes séropos, mais comme ce que tu fais, Andrea, comme je pense que ça se passe, c'est que je suis séropositive, je vois quelqu'un se visibiliser, peut-être ça va me donner la force de dire, ah ouais, putain, c'est possible, oui, en fait, finalement, pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas, je suis très contente de ça. Je le dirais aux femmes qui ont participé au projet. Je vous remercie à vous, les intervenants. J'ai une question pour Andrea. J'aimerais savoir, avant d'arriver sur Internet, est-ce que ta famille était informée? Comment ils l'ont su? Et comment ils ont réagi? En fait, j'avais déjà annoncé ma séropositivité à mes parents et à des amis proches dès le départ.
Ils l'ont plutôt bien pris, mais il y avait ce côté où on ne m'a pas rejeté, c'est vrai, mais on ne pouvait pas m'assumer. Ça, c'est autre chose. Et donc, du coup, je leur ai dit, justement, c'était un peu ça le plus gros blocage que j'avais pour parler publiquement, parce que ça ne me concerne pas que moi. Donc, je leur ai dit que, justement, j'allais témoigner à visage découvert, et là, c'était la catastrophe. Donc, voilà, j'ai dû aller contre mon père qui était prêt à me déshériter, parce que pour lui, il ne pouvait pas assumer, au fait, de se dire que sa fille est séropositive, les gens vont se moquer dans la famille, etc. Mais finalement, quand j'ai parlé, et tout s'est bien passé, il a changé d'avis. Et du coup, j'ai fait un TEDx à Abidjan. Il était là. Et quand j'étais en train de parler, on a demandé où étaient ses parents. Il s'est levé le premier. Donc, il était super fier, finalement, de dire que c'est sa fille. Et aujourd'hui, il me dit pourquoi j'ai mis le nom Mestre de mon mari. On ne sait même pas que je suis sa fille. Donc, c'est pour dire que finalement, quand on libère la parole, on libère aussi la famille. C'est pas que ça. Moi, je voudrais revenir sur le début d'Envie, donc, que j'ai créé en 97. Et dans mes motivations à créer cette association, il y avait vraiment à essayer d'apporter une réponse en direction des femmes, puisque de l'expérience que j'avais à ce moment-là, j'étais psychologue à l'hôpital. Dans mes consultations, je recevais un grand nombre de femmes séropositives qui toutes faisaient état d'une solitude, d'une impossibilité à partager avec d'autres femmes. Elles n'en connaissaient pas. Et à l'époque, les réponses qui existaient, les réponses associatives, c'était principalement des réponses identitaires pour les gays, pour les usagers de drogue, pour les personnes prostituées, pour éventuellement des mères séropositives, mais là, c'était la question de la maternité qui se posait. Et quand j'ai ouvert Envie, l'idée, c'était de proposer une réponse pour des hommes, des femmes, des enfants, indépendamment de la définition qu'on aurait pu donner d'eux ou de la manière dont eux souhaitaient se définir. Et puis, ça a été un petit peu compliqué pour que les femmes que je connaissais individuellement puissent se rassembler. Et ça fait écho, Anne, ce que tu racontes, puisque évidemment, il y a un éternel recommencement, il faut réinsuffler des dynamiques. Mais la dynamique du groupe Femmes d'Envie, en 99, elle a pris lorsqu'on a eu l'idée de créer une journée, un samedi, une rencontre entre femmes, réservée aux femmes, dans un lieu qui n'était pas celui de l'association, mais qui était un restaurant, un lieu sympa, convivial, attractif. Et moi, j'ai contacté à ce moment-là 66 femmes que j'avais connues individuellement en leur proposant cette journée et en leur garantissant qu'il y aurait une confidentialité absolue. Et il y en a 41 qui sont venues. Et sur ces 41 femmes, il y en a 38 qui n'avaient jamais participé à une réunion collective. Donc il s'est passé plein de choses formidables et très fortes pendant cette journée. Mais ce que j'en observe finalement plus de 20 ans après, c'est que les femmes qui se sont rencontrées dans cette journée, elles ont tissé des liens entre elles, elles ont échangé leur numéro de téléphone, et pour un certain nombre d'entre elles qui sont vivantes en 2024, elles se revoient, elles ont parfois fait le lien avec d'autres femmes séropositives, mais elles ne sont pas pour autant continuées ou venues à l'association. Il n'empêche que c'est l'association qui leur a permis de se rencontrer et qu'on est véritablement là dans encourager l'autosupport et le soutien entre elles. Est-ce qu'il y a une dernière réaction avant qu'on passe à la clôture? Non? Moi, je voulais vraiment remercier Andrea. Je ne suis pas du tout réseaux sociaux. Ce n'est pas mon truc. Je pense que c'est du harage aussi. J'en sais rien. Quoi? Je suis vieille et je suis anti-média, c'est vrai. Mais par contre, je voudrais encourager vraiment les jeunes, ceux qui peuvent aller sur les réseaux sociaux facilement, de le faire. Parce que ce VIH ne va pas finir si nous, séropositifs, on ne met pas fin à cette invisibilité ou à cette peur. Je vous encourage. Même moi, je vais me donner un coup de fouet pour m'y mettre, même si je n'aime pas. Merci. Merci.
Juste un petit truc. Moi, j'ai pas répondu à la question pourquoi est-ce qu'il finalement il faudrait lutter. Bah oui, mais je suis animatrice et voilà. Alors, j'en ai parlé aux États généraux. Hein. Moi, c'est l'effet Magic Johnson. Et en fait, le fait d'avoir vu 3 mois avoir appris ma séropositivité, où je me suis dit que j'allais mourir, et pourtant c'était en 96 où les trithérapies arrivaient, mais j'avais rien compris à tout ça. Quand j'ai vu Magic Johnson 3 mois plus tard à la télé, c'était sur Canal à la bonne époque, et que je voyais ce grand gaillard, vous voyez, hein, qui c'est Magic Johnson, super en forme et qui avait justement eu accès à cette trithérapie, je me suis dit qu'effectivement j'allais vivre. Et finalement, c'est la première personne que je voyais. Alors, les réseaux sociaux n'existaient pas vraiment, en tout cas à ce moment-là, mais en tout cas, le fait d'avoir vu pour la première fois une personne vivant avec le VIH, en tout cas qui le disait, en tout cas, et qui témoignait, c'est ce qui m'a permis de changer ma vie, de me dire que j'allais vivre, de pouvoir en parler à mes parents, parce que je pouvais aller voir mes parents en disant: voilà, j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer quand même, mais je vais vivre. Et ça, effectivement, je pense que c'est la force du témoignage. On est tous convaincus que c'est effectivement important, même si on arrive à, comme tu disais, Andrea, à convaincre juste une seule personne, mais c'est déjà bien. Et ça, c'est vraiment effectivement important. Donc, merci à vous. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. À vous 5, je suis fragmentée, je vous l'avais dit. À vous 5 pour ces interventions. Et merci à tout le monde. Merci.